Bienvenue dans le podcast Sous la peau des mères, le podcast de référence sur la césarienne et les cicatrices de la maternité. Celui qui parle enfin de la césarienne et des cicatrices que la maternité laisse derrière elle. Ici, on partage les histoires qu'on ne raconte pas à la sortie de la maternité. Celles des mères dont le corps a été marqué, dont la vie a basculé et qui avancent quand même. Dans ce podcast, on parle du postpartum, de la douleur, du silence et de la reconstruction. Des cicatrices visibles et de toutes celles qu'on ne voit pas. Je suis Audrey Bouillet, première patiente experte césarienne en maternité. J'ai connu la césarienne d'urgence et les cicatrices du périnée qui empêchent de marcher, de respirer, de vivre. De cette expérience est né un travail de terrain mené pendant près de 4 ans aux côtés de milliers de femmes et de professionnels de santé. Ce chemin m'a conduite à créer l'étude de référence sociale sur l'impact du vécu de la césarienne dans la vie des femmes et le programme C-Section Care, aujourd'hui déployé en maternité et présenté à nos plus hautes institutions, dont la présidence de la République et l'Assemblée nationale. On veut révolutionner le vécu des mères avant, pendant et après la césarienne ou les accouchements avec des cicatrices. Dans ce podcast, je te donne la parole, ainsi qu'à nos professionnels de santé engagés. Je te livre tout ce que j'aurais aimé connaître et qui m'aurait aidé à traverser cette période si difficile. Ici, on écoute les mots des mères, dont la maternité laisse des cicatrices. Ici, on sait, on te voit. Bienvenue dans ta safe place. Pour ce nouvel épisode, vous me l'avez énormément demandé. Je voulais vous parler un petit peu de mon vécu. Beaucoup d'entre vous me connaissent parce que j'ai ce rôle de patiente experte auprès de maternité, de nos sociétés savantes, de nos institutions, l'Assemblée nationale, la présidence de la République, nos ministères, les associations de patients, les collèges d'obstétriciens, de sages-femmes et autres, pour faire bouger les choses. Mais tout cela est bien venu d'un vécu personnel et c'est vrai que je prends pas toujours le temps de vous parler de ma propre expérience. Pourquoi 4 ans après avoir commencé à décider de travailler sur le sujet et 3 ans après avoir créé l'entreprise en santé, je suis toujours là. Déjà parce que je vois à quel point nos innovations, que ce soit nos innovations textiles ou nos innovations en organisation du soin, vous aident au quotidien. Vous êtes tellement nombreuses, des centaines, à m'écrire que vous allez mieux grâce à ce qu'on partage sur nos réseaux, sur nos travaux ou bien grâce à notre lingerie. Et savoir qu'au moins une femme, mais là vous êtes plus de 2000 et des milliers à avoir été soulagée, ça c'est énorme. C'est énorme parce que quand on se remet dans le contexte de ce que c'est que, en tout cas pour là, je vais vous parler de ma césarienne, hem voilà, d'accoucher par césarienne, c'est-à-dire de passer d'un stade d'accouchement, certes douloureux avec les contractions, c'est pas un moment facile, mais c'est un moment qui peut avoir une certaine douceur et une certaine, voilà, s'abandonner dans les bras de son partenaire ou de sa partenaire ou d'un professionnel de santé de confiance ou un tiers de confiance. Malgré les douleurs, ça reste un moment qui doit être un moment de joie et comme disait le docteur Michel Audin, un moment d'amour. Quand on commence à vivre ça et qu'on part en césarienne d'urgence, ce qui a été mon cas, la chute de la salle, de la pénombre avec la veilleuse, peut-être même que le partenaire dort, à un bloc opératoire, qui est froid, où on est emmené, sur un brancard avec les néons dans le visage, le brancard qui va vite. On rentre souvent d'ailleurs au bloc par la tête, ce qui est assez, enfin en tout cas dans mon souvenir, c'était assez impressionnant. On nous bascule sur la table, ce qui est quand même aussi un peu violent, c'est-à-dire que vraiment on nous bascule quoi, sur la table, on nous met le chant, on nous attache les bras, on pousse la péri ou on nous injecte un anesthésiant. C'est très marquant et c'est très traumatisant parce qu'un bloc opératoire, ça fait peur, c'est très technique. On a beaucoup de lumière dans les yeux d'un seul coup. On encore une fois, cette sensation qu'on nous attache les bras, qu'on nous ballotte, on nous dit qu'on va nous anesthésier, qu'on sentira rien. Et même dans le cas où on ne sent pas la douleur, on sent quand même qu'on bouge le corps et puis ensuite qu'on farfouille dans notre corps. Et cette sensation, même si elle est pas douloureuse, ça peut être extrêmement désagréable. Il y a des femmes qui vomissent parce qu'elles sont pas bien anesthésiées, mais il y a des femmes aussi qui vomissent du fait de ce sentiment d'avoir le corps farfouillé, quand on extrait l'enfant, quand on fait la révision utérine.
et c'est pas du tout négligeable et c'est vrai que, moi, ça m'a beaucoup marquée. J'avais été opérée une fois du genou, mais ça avait rien à voir et d'ailleurs, j'avais été très rassurée. J'ai une chirurgienne qui me regardait dans les qui me je voyais encore ses yeux bleus, qui me disait: «Voilà, là, vous allez compter, l'anesthésiste va s'occuper de vous, vous allez vous endormir, ça va bien se passer». J'avais très peur, en fait, je me souviens et bah, je me dis: «Tu voyais, pour la césarienne, j'ai pas eu ça». Alors, l'anesthésiste m'a un petit peu parlé, mais il s'est vite disputé avec, je sais pas si c'était la sage-femme ou quelqu'un qui s'étonnait que le coparent soit pas là, parce que c'était un code orange, presque rouge et l'anesthésiste a dit: «Non, mais c'est moi qui décide, pas de papa, pas de papa». L'autre a dit: «Bah, c'est un code orange, mais enfin, il y a code orange et code orange». Bon, ils se sont disputés, donc pendant ce temps-là, moi, je faisais des bonds sur la table, je tremblais, j'avais très peur. En fait, on est divisé entre la rationalité de ça, de se dire: «C'est bon pour moi s'ils font ça» et la terreur absolue de ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que voilà, d'entendre tous ces bruits, il a essayé de me faire parler et tout ça, mais c'est vrai que tout d'un coup, on est pris en choc. Je pense qu'on nous injecte aussi des médicaments qui nous rendent moins lucides et il m'a quand même dit: «On commence» et c'est pour ça que dans l'étude, moi, j'insiste. Mais c'est aussi appuyé d'études, hein, qui indiquent qu'il faut préciser à la mère qu'on va la toucher, en fait, qu'on va commencer, sans forcément dire qu'on va l'inciser, mais que le process commence, c'est essentiel. C'est essentiel pour qu'elle sache ce qui est en train de se passer, qu'elle puisse s'y préparer psychologiquement et donc ils ont incisé. Effectivement, je ne sentais pas la sensation de l'incision, la douleur, mais pas enfin, en fait, je sentais la sensation d'incision, mais pas la douleur, ce qui est aussi très, très étrange à vivre. Là, on nous secoue un petit peu quand même parce qu'en fait, il faut faire sortir l'enfant. Moi, mon fils faisait plus de 4 kilogrammes, donc il était quand même balèze et je l'ai vu très peu, je l'ai vu que quelques fractions de seconde. On l'a approché de mon visage et je l'ai reconnu grâce aux échos 3D et j'ai beaucoup remercié mon échographe d'ailleurs parce que c'est vraiment grâce à lui que je l'ai reconnu et que le lien a pu se faire. C'était mon bébé. J'ai pas eu de doute. Alors que je sais que pour beaucoup de femmes, ce doute existe. Parce que pour certaines femmes, on leur montre pas leur enfant ou elles sont en anesthésie générale et donc j'ai eu énormément de témoignages indiquant que la mère reconnaissait son enfant par, le pyjama que l'enfant portait parce que c'est celui qu'elles avaient acheté pour lui. Et puis je pouvais plus respirer, j'ai eu une sensation de lourdeur sur le torse. J'essayais avec les mains attachées d'indiquer que voilà, que je pouvais plus respirer et ils se sont disputés de nouveau derrière moi, puis je n'ai plus aucun souvenir. Après, je me suis juste réveillée, en salle de naissance. Ils m'avaient remis dans la salle de naissance avec mon mari et mon fils. Mais moi, je pleurais énormément parce que j'étais déçue. D'ailleurs, j'ai dit à mon fils que je l'aimais et que j'étais désolée parce que c'était vraiment mon sentiment. Vraiment, je pleurais, je lui disais: «Je suis désolée, je suis désolée». Et avec le chant levé, je ne sais pas qui s'occupait de moi et j'entendais, «Ah bah, il faut pas pleurer madame», et c'était vraiment très désagréable. J'ai eu aucun mot gentil de l'équipe qui me recousait. La seule personne qui a vraiment été soutenante, c'était l'anesthésiste et la sage-femme qui est venue me dire: «Le bébé est en peau à peau avec le papa» et cetera et même là, vous voyez, moi j'insiste vraiment pour qu'on répète les choses aux femmes. Ce souvenir, je m'y suis accrochée parce que j'avais besoin d'être assurée que mon fils allait bien. Mais c'est presque des fois, je me suis demandé si je l'avais pas rêvé. Parce qu'on est dans une espèce d'état second avec les médicaments, le stress aussi de ce que vit le corps, parce que même s'il est anesthésié, bah, il vit quand même des choses assez importantes et assez marquantes et j'ai eu du mal à me souvenir, effectivement donc il faut pas hésiter à le redire, quoi. Il aurait fallu me le redire plutôt que de se moquer de moi parce que je pleurais et quand je me suis réveillée en salle de naissance, j'ai eu des gros, gros soucis de tension. On sait aujourd'hui que passer au bloc opératoire, accroît les risques cardiovasculaires de la femme jeune, sur le long terme. Mais là, je pense que c'en était un bon exemple puisque ils sont venus en fait, je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je me rendormais, j'arrivais pas à me réveiller complètement. Ça, c'est aussi parce que je digère pas très bien les anesthésies, mais aussi parce que mon corps n'était pas très bien et je les entendais s'affairer autour de moi, je les voyais paniquer, puis hop, je ressombrais et d'un coin de l'œil, je voyais mon fils en peau à peau sur mon mari. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont bien fait aussi parce que je les voyais, j'étais pas seule dans une salle. À un moment donné, je ne sais pas quand, ils ont décidé qu'on pouvait remonter. Donc je me rappelle juste d'être dans ma chambre, d'être assise, de me dire: «OK, je pense que je suis capable de tenir mon fils dans mes bras», mais j'ai accouché au petit matin, et il était déjà plus de 11 heures. Et la réalité, c'est que je me souviens pas de quand on me l'a posé dans les bras. Je m'en souviens pas. J'ai pas ce souvenir. J'ai pas de souvenir de la première fois où j'ai vu mon mari avec mon fils, peut-être,
à ce moment-là dans la salle de naissance, là, quand j'étais entre 2, mais toutes les premières fois, j'ai pas de souvenir. Peut-être juste le bain parce que c'était plusieurs jours après l'accouchement. Mais la seule chose dont je me souviens, c'est des douleurs immenses, c'est une déception immense, un choc immense. Vraiment une sensation d'avoir raté quelque chose, d'avoir eu un accident, quoi. C'était vraiment cette sensation physique à la fois très douloureuse, donc présente et à la fois totalement vide. C'était assez affolant et j'ai mis, 24 heures en fait à comprendre que j'avais failli mourir. Personne ne me l'a dit et j'étais incapable de regarder des photos de moi enceinte, c'était impossible. J'arrivais même pas à dire aux gens que j'avais accouché. D'ailleurs, j'avais dit à mon mari de prévenir ma mère qui est infirmière de bloc, que j'allais au bloc parce que moi je savais que c'était à risque et donc il fallait qu'elle soit au courant, bah, pour le soutenir lui et j'arrivais donc pas du tout à j'avais aucune envie de prendre mon téléphone, pour dire aux gens que j'avais accouché. Pour moi, j'avais raté mon accouchement et je me sentais mal, mais tellement mal! On sous-estime en fait entre le choc, d'être parce que j'étais entrée en travail avant donc la fatigue de l'entrée en travail, la césar d'urgence, les médicaments, le choc, on minimise en fait dans quel état ça nous met. On est dans un état de vulnérabilité absolue. Heureusement dans cette maternité, ils acceptaient les pères en chambre donc j'ai pas été seule la nuit parce que c'était très, très compliqué de se lever pour s'occuper de mon fils même si je mettais un point d'honneur à le faire. Et le fait rien qu'il soit dans la pièce, c'était énorme pour moi. J'ai fait la différence avec mon deuxième accouchement où je pouvais pas bouger non plus, parce que j'ai eu un périnée compliqué de stade 3 et donc je pouvais pas non plus bouger et je me dis que si j'avais eu une césarienne, parce que mon mari était pas là et si j'avais eu une césarienne à ce moment-là, ça aurait été très compliqué parce qu'avec la césarienne, il y a quand même tout un tas de mouvements dans le lit qu'on peut pas faire, notamment la flexion, de pouvoir se tourner et soulever un bébé dans un berceau, surtout un bébé d'un certain poids, c'est impossible en fait, en tout cas pour beaucoup de femmes et c'était mon cas. Et c'est vrai que ces sentiments de en fait, on sent que la mort a pas été loin. C'est très compliqué à expliquer comme sentiment. C'est pas forcément toujours un sentiment de mort imminente, même si moi, à un moment donné, je me vois au-dessus du bloc, enfin au-dessus de la table avec l'anesthésiste qui me parle, je me vois rapidement quelques fractions de secondes, mais il y a des femmes qui vivent des vraies expériences de mort imminente. Moi, ça a été vraiment quasiment pas mon cas. En tout cas, une espèce de dissociation absolue. Moi, il y a encore une partie de moi qui est au bloc et ça sera le cas très longtemps. Je pense que d'avoir créé Wounded Woman, c'est aussi ce qui va me guérir en partie et chaque fois qu'une femme est soulagée, pour moi, c'est un peu de moi qui guérit aussi, quoi. Et en chambre, ça a été un peu la cata après. C'est-à-dire que ça a été très bien de nous mettre, dans une chambre seule et avec un petit fauteuil, ce qui était peu le cas puisque la maternité était en travaux. Mais ils avaient eu tellement pitié de nous avec 14 accouchements pendant mon travail, finir en césar d'urgence, et cetera. Moi qui ai mis très longtemps à revenir en fait, hein, de la salle de ré enfin de la surveillance et qui était pas apte du tout, hein, pendant des heures. Ils ont eu un peu pitié de nous, donc ils nous ont mis dans cette chambre. Ça a beaucoup aidé d'un point de vue mental et psychologique. Chacun a des besoins différents. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'à l'arrivée, je souffrais énormément de l'entrée en travail et de savoir qu'on allait être dans des chambres doubles, voire triples, pour moi, c'était très difficile. J'ai beaucoup pleuré et d'ailleurs, le fait aussi que j'ai été très mal accompagnée en chambre à mon arrivée à la maternité qu'une infirmière ou je sais pas exactement son rôle, qui venait me faire les monitos et cetera, qui était très désagréable, pas du tout englobante, je pense que ça a pas aidé aussi, à me permettre de mieux vivre mes contractions et mon accouchement, mais en tout cas, hem, j'ai oublié de préciser qu'effectivement je suis partie en césarienne, parce que mon fils ne descendait pas et que la sage-femme m'a dit que je ne savais pas accoucher, donc je partais en césarienne. Donc de A à Z, l'accompagnement était quand même relativement mauvais et en chambre, ça a été un peu compliqué. Pas de maltraitance verbale ou autre, mais par contre, pas d'accompagnement particulier. On m'a vraiment poussée à me mettre au tire-laisse sans m'expliquer avec des tétrales qui étaient pas la bonne taille, ce qui était très douloureux et 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 en plus, bah, comme vous l'avez sûrement toutes vécu, bah, des conseils de tout et son contraire, quoi. Donc en fait, on sait pas trop quoi choisir, ça rendait fou mon mari et moi, ça m'a beaucoup affaiblie parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais encore très faible et j'avais besoin d'avoir une ligne directrice fiable.
Après, j'étais toujours partagée entre, l'amour, profond pour mon enfant, une grande, grande, joie et en même temps une profonde, en fait, une joie d'être mère et une profonde tristesse, voire une agonie personnelle, de s'être dit: «J'ai pas réussi à accoucher, on a dû m'ouvrir en 2 pour que j'accouche». Enfin, c'est à la fois très fort à dire, mais c'est très juste, en fait et ça, c'est souvent très, très peu compris des professionnels de santé qui pensent que si, techniquement un accouchement se passe bien alors tout va bien et que si une mère est souriante en chambre, c'est qu'elle va bien. C'est faux et j'en suis, l'exemple parfait. C'est que je souriais, je lisais, le petit livret à mon fils et cetera. J'avais l'air d'aller très bien alors que j'allais vraiment mal. C'est en ça que c'est nos formations pour les professionnels issues de cette étude et de ces résultats sont si importantes, c'est qu'il y a une dissonance totale entre ce que croit voir l'équipe, et la réalité du vécu. Et c'est un peu la faute de personne, c'est-à-dire qu'en fait, il faut leur expliquer ce qu'on vit. C'est pas la femme qui est en train de le vivre qui va réussir à le faire. C'est pas à eux de le deviner si on leur a jamais dit ou on les a jamais sensibilisés et pour autant, ça éviterait de grands mal-être et cette espèce de vide immense qui s'installe en nous pour être rempli par des mots doux, par des attentions et elles n'ont pas besoin d'être immenses, c'est pas forcément nécessaire. Donc cette expérience, elle a été extrêmement, traumatisante. J'ai vécu un vrai choc post-traumatique. Hem, j'ai dû revenir, à la maternité parce que mon fils a été néonat et je pense heureusement parce qu'encore aujourd'hui, quand je passe dans cette ville proche de la maternité, c'est difficile. C'est-à-dire, ça m'émet vraiment quelque chose de négatif. J'ai pas envie de passer devant. Heu, j'ai ça a été totalement dépassé, mais pendant longtemps, ça a été très, très compliqué et j'ai pas pu parler de mon accouchement sans pleurer pendant plus de 6 mois. Aujourd'hui, ça peut encore m'émouvoir, surtout quand j'ai en face de moi l'une de vous qui pleure ou qui est très émue, ce qui était le cas là, à un salon où j'étais, au Maroc où il y a tellement de césariennes et j'avais une pharmacienne en face de moi qui était césarisée, qui l'avait très mal vécu et qui s'est mise à pleurer sur le stand. Ça m'arrive très souvent, mais c'est vrai que souvent moi-même j'ai les émotions qui montent parce que ça fait écho à mon propre vécu. Et être patiente experte de maternité, parfois c'est dur aussi, parce qu'on est là pour, épauler, guider, la maternité, mais on est aussi, plongé dans des dossiers, anonymisés évidemment, mais qui qui voilà, qui font écho à nos propres vécus. J'ai déjà, parlé de mon autre expérience, sur, mon second accouchement où j'ai eu un risque d'IMG pendant quasiment toute ma grossesse, pour terminer avec un périnée complet stade 3. J'ai pas vécu de choc post-traumatique, mais j'ai été très seule et en chambre, et chez moi après un postpartum, ce qui crée aussi d'autres douleurs, d'autres cicatrices, surtout quand on peut pas marcher du tout. Parce qu'autant la césarienne, on peut un peu marcher, autant, une grosse cicatrice au périnée, on peut pas marcher du tout mais je pourrais en parler, dans un autre épisode de cette cicatrice-là et de ce vécu-là, mais c'est vraiment des vécus de mère qui sont très difficiles et quand on aborde une seconde grossesse, avoir, ce traumatisme-là, d'avoir découvert sa cicatrice tout seul dans la douche, à qui on n'a pas dit: «Alors attention, ça va être un peu bleu, vert, ça peut avoir saigné un peu», en prévoyant de rien, d'avoir si mal et la douleur si mal prise en charge. Et de se retrouver seule chez soi avec un bébé où en fait, chaque moment est difficile. Allaiter, c'est difficile. Évidemment, des freins multiples qui n'ont pas été vus, donc un bébé qui m'a fait des crevasses absolument terrifiantes et très douloureuses où je m'accrochais à la table à chaque fois qu'il me prenait le sein, alors que j'ai allaité 2 ans et demi ma fille ensuite et je vois bien que ça n'a rien à voir. Hem et puis, bah, dans mon parcours personnel, moi, j'ai eu 2 enfants avec des reflux, gastro-œsophagiens, dits RGO pathologiques, c'est-à-dire que ma fille a 4 ans, elle a encore des séquelles et elle a encore des fois des reflux sur fonction de ce qu'elle mange. Ça nous a pourri la vie et ça fait que, bah, j'ai été une maman, donc traumatisée par sa césarienne qui ne pouvait pas dormir. C'est-à-dire que mon enfant ne faisait pas de sieste ou des siestes de 15 minutes. Bah, c'était juste le temps que je finisse de lui donner le sein, de laver les tire-laits, parce que j'ai dû être tirée allaitante, en partie, je me lave les mains. Bon, il avait fini de dormir, donc je pouvais pas du tout me reposer, il dormait très peu la nuit, il fallait tout le temps le verticaliser.
Hem, voilà, bon ça a été 1000 fois pire encore pour ma fille derrière, mais ce qui fait beaucoup de fatigue, qui fait aussi que, bah, voilà, on fait pas bien sa rééducation parce qu'on n'a pas le temps. On reprend le sport et on check pas que la rééducation périnéale et abdominale a tenu, donc on a du mal à retonifier sa zone et cetera et puis, bah, après on retombe enceinte et on retombe enceinte sur un corps qui est en moins bon état et bonne, santé que la première fois et puis, bah, là, on voit grossir le bourrelet de césarienne parce qu'on stocke, on voit, que, bah, la tonicité abdominale, elle est très longue à revenir après cette césarienne et ça, c'est très dur psychologiquement. On voit dans l'étude que le nombre de femmes, enfin, c'est presque, 7 femmes sur 10 qui vont détester leur corps, après leur césarienne parce que, il est déformé, qu'il est plus tonique. Mais en fait, il faut avoir le temps, il faut avoir l'espace mental pour s'accorder aussi d'aller faire un sport ciblé. C'est-à-dire là, je parle pas d'une perte de poids, je parle vraiment d'aller retonifier une zone qui a été détendue par la grossesse et qui en plus a été affaiblie par l'intrusion de la césarienne finalement. Et voilà, quand on entend notre championne olympique Larissa Begnenou qui parle dans un podcast qu'elle a mis plus d'un an avant de retrouver son transverse, alors qu'elle a pas eu de césarienne et que c'est son métier de faire du sport, bah, on peut imaginer ce que c'est sur une femme, comme vous et moi, qui, même si elle est un peu sportive, bah, aurait eu besoin en fait de renforcer à fond sa sangle abdominale avant sa grossesse suivante. Parce qu'un périnée, ça se fragilise au fur et à mesure des grossesses, mais c'est pareil pour la sangle abdominale. Voilà, donc c'est quand même un parcours qui est assez compliqué avec pas mal de chocs, et c'est vrai que, bah, avoir une césarienne d'urgence, avoir peur que son enfant décède et ensuite, aller sur une grossesse où on nous demande de faire une IMG, on nous force évidemment pas, mais on nous le propose parce qu'il y a un risque, sans pour autant avoir aucune garantie que, bah, il se trompe pas. C'est très violent et dans aucun cas j'ai eu un suivi psychologique parce que les hôpitaux ont du mal à organiser ces suivis et voilà et c'est la même chose quand j'ai voulu pour mon second accouchement, accoucher par voie basse, j'ai failli devoir changer de maternité parce que la maternité ne voulait pas, d'un accouchement, voie basse après césarienne. Alors que mon enfant n'était pas macrosome, j'avais aucun risque, physiologique, pour, cet accouchement voie basse et au final j'ai bien eu un accouchement en voix basse pour ma fille. Bon, j'ai été très abîmée, mais j'ai quand même eu cet accouchement en voix basse qui m'a quand même guérie de ma relation à mon enfant dans le sens, j'avais accouché vraiment là, j'ai eu cette sensation-là malgré, les séquelles que ça a laissées et je pense que ça a guéri certaines choses. On trouve chacune, la guérison quelque part, hein, mais moi je pense que ça a contribué. Mais c'est vrai que la césarienne est toujours présentée comme une menace. On nous explique pas comment pousser, on prend pas en compte notre morphologie. Moi, je suis très cambrée, j'ai un utérus rétroversé, et c'est vrai me dire: «Bah, là, il faut y aller, sinon c'est césarienne», c'est pas très aidant. Moi, je milite, non pas qu'avec mon vécu, là, je vous le partage parce que vous me le demandez souvent et que oui, Wounded Woman et toutes nos actions, c'est effectivement venu de mon vécu personnel, mais c'est avant tout aujourd'hui un outil pour, les professionnels de santé, pour vous, pour chacune, d'aller mieux, de de prendre soin de soi. Parce que comme je dis souvent, prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous et et voilà. Donc je voulais vous partager un peu, mon histoire. Il y a encore beaucoup à dire, hein, sur ce 2 cette deuxième grossesse, en plus j'avais commencé à me rentrer dans un incubateur pour mon entreprise, j'avais pas prévu que ma seconde grossesse arrive si vite. Voilà, donc Wonder Woman est née en même temps que ma fille, mais littéralement puisque j'ai pour la matière, par exemple, j'ai tout sourcé les produits avant d'accoucher pour n'avoir qu'à valider les prototypes pendant mon mois d'or et donc j'ai littéralement accouché de la boîte en même temps que ma fille, ce qui était pas prévu et c'est vrai que ça a été, les mois qui avaient précédé sa naissance ont été assez terrifiants et terribles et beaucoup, beaucoup liés pas de bienveillance de personne finalement. Ni des médecins qui nous suivent pendant la grossesse, ni de l'employeur, ni de nos proches, ni de la maternité, comme si ce qui comptait, c'était notre bonne santé sur des mesures, vraiment ce que moi j'appelle des contrôles techniques, mais qu'en réalité, notre bien-être global n'était pas si important. Alors les choses changent bien sûr
Mais en tout cas, voilà, c'est pour changer tout ça qu'il y a ce podcast, qu'il existait déjà. Il a juste changé de nom et il se concentre vraiment sur les cicatrices des mères aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a notre parcours de soins, c'est pour ça qu'il y a la lingerie innovante. Et je cesserai jamais d'innover pour améliorer et soulager la vie des femmes. Si vous avez des questions suite à mon histoire, à cet épisode, vous pouvez toujours m'écrire sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Wandit Woman officiel, ou Audrey Bouillet sur LinkedIn. Je suis aussi sur TikTok, mais voilà, vous pouvez aussi m'écrire sur TikTok. Et n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez partager votre histoire dans le podcast. Qu'est-ce que ça vous a permis de changer dans votre vie, une vision, une action, et je serais ravie de vous inviter sur notre beau podcast. Je vous remercie pour votre écoute et souvenez-vous que vous êtes exceptionnelles et des femmes incroyables, que vous n'êtes pas seules et que vous méritez d'être écoutées, entendues, et que si vous avez mal, ce n'est pas normal. Prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous. Je vous embrasse.